Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'Académie des Climats. À l'occasion de ce banlieue climat Libétour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette magnifique salle qui est la salle des mariages. Et donc autour de cette table ronde, nous allons parler d'art, nous allons parler d'écologie, de nos cultures, de nos futurs. Donc je suis Capucine Thomas, étudiante ingénieure et engagée auprès des JAC, les jeunes ambassadeurs pour le climat. Donc on travaille sur des actions de sensibilisation autour des enjeux climatiques. Et puis je suis engagée plus particulièrement autour de l'éveil des consciences au niveau des jeunes générations. Et donc pour cette co-animation, je suis accompagnée de Jennifer Gallet, journaliste. Alors bonjour, oui, Jennifer Gallet. Alors, moi je suis journaliste pour le média qui s'appelle Vert, et qui est un média qui propose chaque jour le tour de l'actualité liée à l'écologie en 7 minutes. 7 minutes, grosso modo. Voilà, c'est un média indépendant et qui est soutenu par ses lecteurs et ses lectrices. Et vous pouvez vous abonner à nos newsletters de façon totalement accessible. Alors, aujourd'hui, on va discuter pendant 1 heure de nos futurs, nos cultures, alors avec des titres à la Libé. Est-ce qu'il faut prendre ça comme un slogan ou une interrogation? C'est ce qu'on va voir. Mais peut-être, Capucine, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déroulement en fait, de cette session? Tout à fait. Du coup, pendant une quarantaine de minutes, on va échanger avec nos invités sur la place de la pratique artistique dans l'écologie. Et puis ensuite, on dédiera un temps de questions à la fin pour que vous puissiez échanger aussi avec nos invités. Alors nos invités, je vais vous les présenter, même s'ils sont quand même bien connus. Alors Théo Le Vigoureux dit Fakir. Alors, déjà, pour vous présenter, même si vous êtes bien connus, voilà, des amateurs de musique électro, on vous connaît depuis les années 2000-2010, quoi. Ça commence, l'aventure, elle commence en 2010, et rapidement, donc voilà, vous faites beaucoup de scènes et vous avez. Comment est-ce qu'on pourrait décrire votre musique? Moi, je dirais qu'elle est joyeuse, organique, qu'elle nous donne envie de danser, mais qu'elle nous fait aussi un peu triper. Il y a beaucoup d'influences qui viennent d'autres cultures musicales. Et là, votre actualité, c'est la sortie début 2024 de votre album qui s'appelle Hyper Talisman. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, bonjour à tous déjà. Et oui, voilà, c'est un nouvel album, quoi. Donc, un petit peu comme partout dans ma discographie, c'est un album qui s'inspire, ou en tout cas qui invoque des images de la nature. En tout cas, c'est vraiment un truc, comment dire, j'essaye de parler de la nature au travers des émotions, et au travers de l'harmonie, au travers des sons que j'utilise, etc. Et voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. C'est un bon début. Alors, à côté de vous, Guillaume Desanges. Alors, Guillaume, vous êtes critique d'art. Vous êtes, alors, on dit curateur quand on organise... ou commissaire d'exposition. Commissaire d'exposition. Et vous êtes à la tête du Palais de Tokyo depuis 2022. Donc c'est un grand vaisseau qui est consacré à la création, enfin à l'art contemporain, qui a un rayonnement national, international. C'est vraiment un immense lieu voilà, qui accueille énormément d'artistes, d'expositions. Vous avez un parcours assez, on pourrait dire, atypique. Vous avez commencé par une école de commerce, puis vous avez fait de la philo. Et après, vous êtes vraiment devenu commissaire d'expo dans plein de lieux. Alors, si vous deviez en citer quelques-uns, ce serait quoi ces lieux où vous avez exercé comme commissaire d'expo ? Alors, à des échelles très différentes, à la fois dans des grandes institutions comme le Centre Pompidou-Metz, j'ai fait des expositions à l'École des Beaux-Arts de Paris. À l'international, j'ai fait pas mal de projets aux États-Unis. J'ai organisé une résidence à Chicago à partir de 2014. Voilà, enfin, je ne vais pas refaire tout mon CV, mais en tout cas, voilà, des projets quand on est indépendant, ce qui veut dire aussi multidépendant, avec beaucoup d'institutions, et puis à des échelles très différentes, et ça, j'y tiens. Et même au Palais de Tokyo, qui est un grand lieu, travailler à différentes échelles, c'est très important. Oui, on va voir ça plus précisément. À côté de vous, Penda Diouf. Penda, vous êtes autrice, vous êtes dramaturge, vous travaillez, donc vous écrivez pour le théâtre, aussi pour l'opéra.
vous avez fait des études de lettres et vous avez commencé très jeune. La première pièce de vous qu'on a pu connaître, elle s'appelait Poussière et c'était en 2009. C'est ça, 2009 ? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Alors, de vous, on peut lire, si on a envie de se plonger dans votre œuvre, plusieurs ouvrages qui sont sortis aux éditions Quartet. Alors, il y a Piste, il y a La Grande Ourse, et le dernier, c'est Noir comme l'or, c'est ça ? Noir comme l'or, qu'on peut découvrir donc aux éditions Quartet. Vous avez aussi été à la tête d'une grande médiathèque de Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est d'ailleurs toujours le cas ? Non, c'était 4 médiathèques. C'était médiathèque de quartier de Saint-Denis, mais j'ai posé une disponibilité pour me consacrer à l'écriture et à mes projets artistiques. Donc, ouais, ok. D'accord, mais ça c'est aussi une expérience, on va en reparler, sur l'ouverture à tous les publics, d'essayer de faire passer la passion pour les récits, pour l'art. Et puis vous êtes aussi à l'initiative alors, Jeune Texte en Liberté. Jeune Texte en Liberté. C'est un label qui existe depuis 2015 maintenant et qui travaille à la promotion de nouveaux récits et de nouvelles narrations. Ok. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien que vous parliez des nouveaux récits, puisque ça sera ma première question. En fait, si on veut parler d'art et d'écologie, ou de pratiques artistiques qui intègrent ces dimensions à la fois d'une recherche de sobriété, mais aussi comment on parle de ces dimensions. Comment est-ce que, selon vous, puisque c'est aussi beaucoup une affaire de représentation, comment on se représente le non-humain, comment on intègre ces dimensions dans les récits, qu'est-ce que nous dit la littérature au sujet des récits, et aussi peut-être la dimension de est-ce qu'on n'est pas un peu conditionné à toujours entendre le même type de récit sur ces sujets ? Ce sera notre première question. Oui, c'est une vaste question, effectivement. Je pense que dans la littérature aujourd'hui et également sur les scènes de théâtre en France, on se retrouve très souvent confronté à la fois aux mêmes histoires, parfois avec un accent bourgeois très, très fort, et aussi une difficulté à rencontrer d'autres corps sur scène, d'autres comédiens, comédiennes, de voir d'autres origines ethniques, d'autres accents aussi sur les plateaux de théâtre par exemple, ou bien à l'opéra. Et du coup, effectivement, j'essaye de travailler à mon endroit d'autrice et puis d'organisatrice de label Jeune Texte en Liberté. J'essaye de travailler à une meilleure représentation de groupes minoritaires ou de voix minorisées, incluant effectivement un rapport au non-humain et un rapport plus global au vivant. Si je regarde un peu tous les textes que j'ai pu écrire, c'est vrai qu'il y a un rapport à la nature qui est toujours très fort. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. C'est une amie qui m'a dit, c'est marrant, dans tous tes textes, il y a une femme qui s'en va dans la nature. Et je m'en suis rendu compte après. Il y a aussi toujours également dans mes textes un rapport à la transformation, alors soit transformation animale dans un de mes textes qui s'appelle La Grande Ourse, où c'est une femme après une sorte de trauma qui va chercher les ressources en elle et qui petit à petit entend une sorte de tambour comme une lente mélopée comme ça qui monte, et petit à petit elle se transforme en ours. Donc il y a ce rapport aussi à l'animalité, au vivant, et finalement, c'est en étant ours qu'elle est le plus finalement elle-même. J'ai un autre texte aussi qui s'appelle Gorgée d'eau, mais qui parle justement du changement climatique, puisque ça se passe pendant la sécheresse, un rapport entre une mère et sa fille, qui ont un rapport très fusionnel, et la mère a un petit bonsaï dont elle s'occupe, et elle s'occupe du bonsaï comme elle s'occupe de sa fille, c'est-à-dire qu'elle ne la laisse pas respirer, elle la laisse pas grandir. Et petit à petit, la fille décide d'une certaine façon, dans ce contexte qui peut être étouffant, de devenir elle-même arbre et de planter ses racines là où elle le souhaite. Donc il y a un rapport qui est très important à la nature, à l'environnement dans chacun de mes textes. Et dans votre dernier texte, Noir comme l'or, on parle du charbon. Ça se passe dans le nord de la France. C'est une famille, en fait, avec des gens qui viennent d'Algérie. Du Maroc. Du Maroc et de Pologne. C'est un couple qui est composé de gens qui viennent d'autre part et qui se retrouvent à aller travailler à la mine. Exactement. Et donc là, on est sur le régime des ressources. On parle
de l'extraction de ce qu'on fait à la terre, quoi. Exactement, de l'extraction du charbon. Et là aussi, c'est un texte que j'ai l'impression qu'il est assez organique, puisque la question de la terre, des terris, du charbon est très forte. La terre aussi, il faut dire que l'action se déroule dans le nord de la France et que c'est aussi une terre qui a vécu beaucoup de guerres. Il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, beaucoup aussi de personnes qui ont dû se battre en Algérie également. Donc tout ça est très présent en fait dans le nord. Et donc c'est l'histoire de mineurs qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouvent à travailler dans la mine et qui réclament une hausse de salaire parce que c'est une période d'inflation. Et malheureusement, l'État envoie l'armée pour mater la rébellion, la manifestation. Et donc il y a une femme qui s'appelle Barbara, qui est d'origine polonaise, qui elle décide de partir dans la forêt et elle devient ermite dans la forêt pendant 38 ans. Voilà. Et ce texte, il parle aussi d'un peintre qui s'appelle Augustin Le Sage, qui était mineur et qui est devenu peintre. Donc dans vos pratiques artistiques, on retrouve beaucoup ces notions de nature, d'environnement, comme vous l'avez précisé, Penda Diouf. Fakir, on retrouve aussi ces notions-là dans vos musiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Et comment ça s'est imposé dans vos créations, ces notions d'environnement et de nature ? Je pense qu'en fait, je parle de nature parce que je consomme. C'est un mot qui est un petit peu sale, mais j'apprécie l'art pour sa capacité à me faire me sentir mieux. Et en fait, pour moi, cette notion de prendre soin de soi, de se sentir bien, elle est complètement intrinsèquement liée à une retraite dans la nature, enfin à la nature. Il y a quelque chose qui est même, je dirais, relié au temps qui passe beaucoup plus lentement dans un cadre naturel que dans un cadre urbain. Entre humains, on a tendance à s'accélérer mutuellement. Et en fait, le retour à la nature, c'est quelque chose qui est connecté pour moi au retour à soi-même. Pour prendre soin de soi, on a besoin d'une proximité avec la nature. C'est quelque chose que j'ai l'impression qui est beaucoup plus difficile à faire quand on est entouré que de cadres urbains. Et en fait, c'est tout ça que j'essaye d'invoquer à travers ma musique. J'ai envie que les gens se sentent bien en écoutant ma musique, et du coup, je fais appel à ces images-là de nature dans ce but-là, quoi. Voilà. Alors, à l'occasion de nos échanges en amont de cette rencontre, vous nous avez dit, en fait, je mets aussi beaucoup, j'ai cette dimension, en fait, naturelle, évocatrice d'atmosphère, de paysage naturel, parce que ça me manque, en fait, comme je suis un urbain, ça manque. Et vous me disiez que, en fait, en ayant vécu plus au contact d'un cadre moins urbain, la musique, elle devenait plus vénère. Oui. Là, ça s'inverse. Ouais, comment ça, ce lien-là, ce manque Oui, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça, mais finalement, j'ai besoin de me réguler, de m'équilibrer. Et du coup, je crée effectivement la musique qui va compléter le cadre dans lequel je vis. Donc en fait, j'avais tendance à me dire, si je vais puiser l'inspiration dans la nature physiquement, que je fais vraiment une retraite naturelle pour écrire de la musique, elle va se rapprocher encore plus de ce but-là. Et en fait, c'est pas le cas. J'ai besoin d'écrire la musique qui vient m'équilibrer. Donc effectivement, maintenant que j'habite à Paris depuis un petit moment, et en fait, c'est ici que j'ai réussi à écrire la musique qui est peut-être la plus évocatrice d'images naturelles, parce que c'est effectivement la musique dont j'ai besoin. J'ai l'impression qu'on est tous un petit peu... c'est quelque chose que je peux un petit peu décliner à tout dans la vie. J'ai l'impression qu'on va aller chercher des choses dont on a réellement besoin. Donc les sujets qui nous touchent sont des sujets aussi qui nous manquent peut-être quelque part. Oui, là, vous évoquez quelque chose qui est important, c'est l'émotion. C'est-à-dire le fait que ce soit sur un registre de manque, de besoin, de contact direct. Et dans pas mal de vos interviews, vous évoquez en fait le fait d'avoir été vachement influencé par Miyazaki, et le fait que ce soit en accès direct avec des problématiques justement de destruction de la nature ou de rapport à ce qui ne nous ressemble pas. Bien sûr, Princesse Mononoke, mais même le dernier Miyazaki, le héron et le garçon, il est sur toutes ces thématiques. Et c'est vrai que là, on est dans
une expression qui est à la fois artistiquement magnifique, très développée, mais aussi directe. C'est ce que vous dites. J'aimerais que les gens sortent de mes concerts et deviennent écolos, parce qu'en fait, ça s'impose à eux, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est un petit peu moi ce qui m'est arrivé au travers de Miyazaki. Finalement, j'ai pas accédé aux valeurs écologiques à travers la politique, à travers un discours. J'y ai accédé vraiment via l'émotion. Et du coup, peut-être que Miyazaki effectivement m'a donné le premier choc fondateur à travers Princesse Mononoke, à travers Nausicaa de la vallée du vent, qui est un peu ses premiers longs métrages. En fait, c'était vraiment je ressortais de là avec cette espèce d'urgence en moi de protéger la nature, parce que j'avais vu des choses et parce que j'avais ressenti des choses qui étaient liées à ça, qui découlaient pas d'un discours politique. C'était pas vraiment, il le dit pas foncièrement, c'est juste il nous fait se sentir bien dans un cadre naturel. On parlait effectivement de Princesse Mononoke. La forêt de Princesse Mononoke, elle est un petit peu inquiétante parce qu'il y a ces gros animaux terribles, etc. Mais en fait, au plus profond de la forêt, il y a quand même ces petits esprits trop mignons qui sont là dans les arbres, et l'esprit de la forêt qui est un cerf magnifique, etc. On ressort de là avec une espèce de fascination pour la nature et un sentiment qu'elle est importante et qu'elle est vitale, quoi. Alors là, on vient de parler du ressort des émotions, du récit. Guillaume, vous, pour adresser ces questions sur le rapport entre création artistique et le fait de faire tout ça dans des mondes dont les ressources sont limitées, vous avez produit un texte que je vous recommande à tous de lire, qui est disponible sur le net et qui s'appelle « Petit traité de permaculture institutionnelle ». Alors je dois dire, dit comme ça, moi la première fois que j'ai vu permaculture institutionnelle, je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais en fait, dans ce petit traité, qui est aussi graphiquement très beau, c'est sobre et beau, on apprend plein de choses sur comment, quand on est à la tête d'une institution culturelle, on peut faire quelque chose. Et alors, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer, en quoi ça consiste, cette permaculture institutionnelle, et pourquoi vous avez eu besoin d'écrire ce texte ? Alors j'ai eu besoin d'écrire ce texte parce que quand j'ai candidaté pour la présidence d'une grande nation comme le Palais de Tokyo, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui ces grandes institutions, à l'heure où l'urgence écologique nous amène à faire peut-être plus de sobriété, beaucoup de mètres carrés en plein cœur de Paris. Et parallèlement, je m'intéressais à la permaculture comme un modèle qui part de l'agriculture, mais qui est au-delà de ça, qui est justement de comment on crée des nouveaux récits. Et j'ai trouvé cette métaphore de la permaculture extrêmement inspirante et qui pouvait s'adapter avec un peu d'humour, évidemment, en plein cœur de Paris, dans une grande institution artistique, pour en prendre, je dirais presque la pensée fondamentale, c'est-à-dire comment on peut repenser nos manières de faire, au-delà même de l'écologie comme un sujet, au-delà même d'actions qu'on peut mener, comme beaucoup d'institutions aujourd'hui, pour la réduction de notre impact et sur lequel on travaille beaucoup. C'était l'idée d'avoir un récit. Je crois que si on fait si on a un récit sans action, c'est un petit peu du cynisme, et puis ou du greenwashing, on va dire. Et puis si on a à l'inverse des actions sans récit, c'est un petit peu la dépression quand même. Donc pour moi, le traité de permaculture, c'était comme un antidépresseur, comme une ligne de route aussi, à savoir comment finalement on peut partir de remettre en cause vraiment d'abord nos manières de faire de manière globale, pas uniquement je veux dire le bilan carbone de la production, mais vraiment à tous les points, à toutes les étapes et toutes les dimensions d'une institution, de la communication, l'administration, la programmation bien sûr, les publics, etc. Alors justement, dans ce texte que je vous recommande vraiment tous de lire, j'insiste parce qu'il est très accessible et je trouve qu'on réfléchit, mais on peut réfléchir de façon aussi sobre et assez efficace. D'ailleurs, vous dites, quand on arrive au passage sur la communication, on ne va pas en faire des tonnes. Essayons de faire précis et d'être clair dans nos messages. Mais vous dites en fait, il ne s'agit pas seulement de se poser la question du que montrer et de comment montrer, mais d'abord celle plus engageante du pourquoi montrer et pour qui. Et là, vous vous retrouvez aussi sur à qui on s'adresse et à qui on a envie de s'adresser, parce qu'il y a quand même cette question de l'uniformité, vous le disiez Penda, des publics qui vont au théâtre, qui vont à l'opéra, qui vont voir des expos d'art contemporain. Donc ça, cette question des publics,
de comment ouvrir aussi les lieux. Ça fait aussi partie de cette réflexion. Tout à fait, on en a parlé déjà, vous en avez parlé, Penda. On est aussi lié à des récits qui sont... Alors s'il y a un certain public qui vient, c'est parce qu'il y a un certain type de récits qui sont dominants dans les institutions. Donc c'était d'abord ouvrir ces récits, ouvrir à des formes aussi. L'écologie nous en prend la notion de biodiversité. La diversité des formes est importante. Et je dirais particulièrement dans l'art contemporain, peut-être encore plus que dans d'autres secteurs. On a une histoire de l'art qui a été écrite de manière extrêmement située, qui a laissé de côté beaucoup on va dire de branches, de points aveugles. Alors, points aveugles de l'histoire, points aveugles des formes, des artistes. Et donc il s'agit d'ouvrir aussi à ces nouveaux récits, d'ouvrir à ces nouvelles pratiques, nouvelles, qui ne sont pas nouvelles d'ailleurs, mais ouvrir à des pratiques qui rejoignent dans les publics ce qu'on appelle les droits culturels aussi, comment les institutions sont censées aussi représenter des cultures différentes de manière moins verticale et un peu plus horizontale, voire dans l'autre sens, c'est-à-dire comment on prend en compte des environnements pour les faire rentrer dans l'institution. Plein d'exemples. Là, on a fait une exposition l'année dernière sur la question du graffiti, par exemple, qui est évidemment une pratique qui est ancienne, qui a sa propre histoire et qui a été très peu montrée dans les institutions, par exemple. Et ce qui était intéressant, c'était aussi comment on peut la montrer, mais pas forcément dans une niche, en dialogue avec d'autres formes. Et cette exposition au Palais de Tokyo, qui s'appelait La morsure des termites, faisait des liens entre des figures de l'art contemporain reconnues, de l'art moderne et contemporain, et des figures du graffiti, et montrer comment les uns avaient influencé les autres. Penda, tout à l'heure, vous nous présentiez vos œuvres et vos créations. Comment vous abordez toutes ces questions et quelles sont vos inspirations pour vos écritures et pour vos différentes créations ? Alors je pense que les inspirations, elles sont très diverses. Elles ne sont pas tant du côté de la littérature que du côté des sciences humaines. Par exemple, des gens comme Malcolm Ferdinand avec son livre « L'écologie décoloniale », des personnes comme Bruno Latour, aujourd'hui malheureusement décédé, Vinciane Després, Natasia Martin, Baptiste Morisot, par exemple. Ce sont des personnes qui m'inspirent beaucoup parce qu'il y a un autre rapport au vivant et que peut-être aussi la question de la nature n'est pas en dehors de la question de l'humain. C'est-à-dire que l'humain fait partie de la nature et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre qui est l'humain et les autres membres du vivant. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, comment ce déplacement et ce pas de côté aussi peut infuser aussi mon travail et comment dans mon travail je peux aussi inclure ces questionnements-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et je voudrais revenir aussi sur la question des publics et de comment travailler à un autre rapport aussi avec le public, moins hiérarchique et moins vertical. Comme ça a été dit, j'ai animé par exemple pendant un moment, et je le continue toujours, des ateliers d'écriture, mais qui se déroulent en marchant. Et ça, c'est vraiment une idée qui m'est venue pendant le confinement, où on était tout seul chez nous. Aussi d'exercice physique, et vraiment ce temps de confinement m'a donné envie d'expérimenter d'autres formes d'ateliers d'écriture, pas tant installé à une table à réfléchir, mais à réfléchir ensemble, à se mouvoir ensemble, à observer aussi notre environnement ensemble et à être au présent ensemble. Parce que j'ai l'impression aussi qu'une de nos difficultés aujourd'hui, c'est qu'on est soit ancré dans des choses passées, à faire des bilans, soit au contraire à projeter sur 2-3 années, mais pas du tout sur le temps concret du présent. Donc partager le présent avec d'autres participants d'ateliers d'écriture, échanger sur nos sensations, on parlait de sensations tout à l'heure, donc échanger sur les sensations, les émotions aussi de la marche, de la randonnée qu'on a faite ensemble, et ensuite écrire un texte à partir de ces sensations-là. Je trouve que je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée autrement aussi avec les institutions. Qu'est-ce que ça a provoqué concrètement, parce que la marche, oui, c'est se mettre en mouvement, la pensée fonctionne différemment, il y a la question de la respiration. Il y avait vraiment des choses très, très différentes qui ressortaient de cet exercice. Je me dis qu'on aurait pu faire la conférence en marchant aussi. Oui, on aurait pu, mais c'est sûr que de déplacer en fait, l'endroit de la rencontre dans les théâtres, hors les murs, de l'atelier, dans une salle à l'extérieur, ça change beaucoup et qu'effectivement, le lien, il est autre aussi avec les participants-participantes, parce qu'il y a quelque chose qui se crée autrement pendant la marche. Des fois, c'est un endroit où les participants-participantes ont été régulièrement, mais parce qu'on le partage
différemment, en étant conscient de ce qu'on fait et avec d'autres personnes autour, en étant attentif à ce qui se dit à côté, au bruit des oiseaux, au bruit des pas sur le sol, etc. Ça change tout et les textes sont beaucoup plus riches de cette expérience-là qui est vécue et d'ailleurs après des liens se créent davantage entre les participants et participantes, je trouve aussi. Alors, on va continuer à parler de la fabrique de ces créations. Fakir, quand on s'est parlé en amont de cette rencontre, on s'est dit ça serait bien que vous nous expliquiez, peut-être que vous preniez un exemple d'un morceau que vous avez composé et qui pour vous, justement, montre ce côté de la connexion avec l'environnement, les questions écologiques, pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas simplement de mettre des bruits de nature dans les morceaux pour que ça évoque la nature. Comment on fait ? C'est un petit peu la magie de la musique. C'est vrai que quand on regarde avant l'arrivée de la musique électronique, avant l'arrivée des moyens d'enregistrement, moi je me suis longtemps posé la question comment faisaient les compositeurs qu'on dit classiques pour évoquer et invoquer des images. En fait, c'est quelque chose qui est assez formidable parce qu'ils ont tous les mêmes outils, tous les mêmes instruments sous la main et en plus à l'époque ils n'avaient pas moyen d'écouter ce qu'ils faisaient, donc c'était vraiment juste leur page, leur partition et ils écrivaient et en fait toutes les images qu'ils invoquaient étaient invoquées à travers l'harmonie. Et du coup, moi, ça, c'est vraiment un truc qui me fascine et c'est le truc qui finalement n'a pas de limite dans l'inspiration musicale. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment quantifiable et qui n'est pas vraiment palpable. C'est très beau d'ailleurs à quel point c'est universel, parce qu'en fait, on peut travailler une image harmoniquement, la communiquer aux gens sans vraiment dire ce qu'elle désigne et les gens se reconnaissent dans cette image et reconnaissent la même chose et ça c'est dingue. Moi j'ai un morceau pour le coup qui est très explicite qui s'appelle Sea Song, la chanson de la mer que j'ai écrit justement comme on disait tout à l'heure, j'étais à ce moment-là je vivais dans les montagnes et là, en tant que Normand la mer me manque forcément au bout d'un moment et donc j'ai écrit cette chanson là parce que j'en avais besoin et donc c'est une chanson qui sans aller chercher le bruit véritable de la mer, va essayer de reproduire des sensations qu'on pourrait avoir en regardant la mer, en se baignant dedans. Il y a quelque chose comme ça, de basculer du couplet au refrain. Il y a cette espèce de plongeon que j'ai voulu reproduire musicalement, un plongeon c'est un changement d'accord, j'en sais rien, un changement d'intensité, un changement d'instrument, et faire en sorte que on est la sensation de se retrouver à plonger dans la mer. C'était vraiment l'exercice de style de ce morceau. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, dans le dernier album, là, Hyper Talisman, j'ai un morceau qui s'appelle Inner Forest, la forêt intérieure, et je voulais aller chercher cette imagerie de la forêt sans du tout utiliser quelque chose de concret, sans utiliser des sons qui viennent de la forêt. Et c'est très intéressant aussi, plein de petits, parce que finalement la forêt, comment on pourrait la résumer, c'est à la fois une espèce de brouhaha un petit peu général et en même temps plein de petits détails, ça se joue à différentes échelles, différentes perspectives et c'est moi quelque chose que j'ai essayé de recréer dans ma musique aussi, qui est plein de petits trucs qui fourmillent et en même temps on a cette espèce de grandeur et de trucs qui nous dépassent un petit peu dans l'émotion. Voilà, en tout cas moi c'est vraiment l'exercice de style un peu principal de ma musique. Quand j'ai une image qui me vient, je vais essayer d'aller la chercher sans utiliser les bruits qui s'en dégagent réellement et essayer d'aller recréer ça dans l'harmonie comme faisaient nos ancêtres. Guillaume Desanges, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la permaculture institutionnelle, tous les enjeux qu'il y avait derrière ça. Aujourd'hui, en tant que président au Palais de Tokyo, comment vous mettez cette permaculture institutionnelle en œuvre au quotidien ? Eh bien, ce n'est pas facile. Déjà, il faut avoir à la fois un mélange de grande ambition et de grande humilité, parce que évidemment, j'ai commis l'imprudence d'annoncer les choses avant de les faire, pour des raisons aussi, qui étaient un peu mesurées, hein, c'est-à-dire c'était l'idée de, voilà, quand on partage déjà, on peut être critiqué, c'est pas mal, et puis aussi ça nous obligeait un petit peu à mettre en place les choses. Donc concrètement, on a commencé à reprendre dans chaque direction du Palais de Tokyo, comment on pouvait appliquer ces nouvelles manières de penser. Alors je peux en prendre
je vais parler des exemples qui ont plutôt bien marché, hein, on va dire. En tout cas, les plus concrets, par exemple, la permaculture a une théorie intéressante du zonage. Comment on utilise l'espace. Alors, quand on a 22 000 m² au cœur de Paris, je pense que c'est intéressant. Et donc, cette notion de zonage m'a beaucoup inspiré pour proposer aux équipes de réfléchir à cet espace qui a été souvent, on va dire, bien en monoculture d'exposition un peu partout, assez spectaculaire. Et j'ai dit, mais on pourrait utiliser différemment l'espace. Et donc, on a pensé quelles étaient les nécessités des espaces aujourd'hui à Paris. Et par exemple, on a pris sur les espaces d'exposition pour d'abord acquérir le public différemment, avec une zone gratuite. On a repoussé nos contrôles billetterie, une zone gratuite qui est une zone de vie, avec des expositions gratuites, avec des tables, des livres, des magazines. On peut venir y travailler, on peut venir faire autre chose que de voir des expositions. On a aussi un nouvel espace d'accueil qui n'existait pas avant, qui s'appelle le Hameau, qui est un espace d'éducation, médiation et inclusion par l'art, avec un focus particulier sur la santé mentale aujourd'hui, qui est aussi très important. Et puis pour les artistes aussi, dédier des espaces de travail aux artistes qui sont importants. Donc on a une vie qui arrive au Palais de Tokyo, et ça reprend aussi l'idée de permaculture sur on a besoin de la vie en fait. Si on veut être des lieux vivants, accueillons la vie qu'il y a autour. Donc ça c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et puis après sur comment le faire. Alors ça prend du temps. Par exemple, j'ai mis en place dernièrement une sorte de, pas de coaching, mais en tout cas d'atelier de travail avec les équipes, avec quelqu'un qui est Nelly Ponce, qui est une spécialiste de la permaculture, pas du coaching d'entreprise, et qui vient avec nos équipes parler des contradictions qu'il y a au quotidien et d'essayer de trouver quelles sont les choses qu'il y a à faire. Et surtout, j'insiste sur la temporalité. Il ne s'agissait pas du jour au lendemain de tout modifier. J'ai risqué de casser cette grosse machine, puisque je dis souvent en plaisantant que faire de la permaculture avec une moissonneuse-batteuse de plusieurs tonnes, c'est pas évident. Mais en tout cas, de réfléchir dans le temps, comment on se place comme ça des échéances. Oui, alors là, on est sur le... Parce que qu'est-ce qui est difficile, en fait? Parce que là, vous évoquez la question de ne pas vouloir plaquer, en fait, ce qui serait une idée sur une réalité, et ça ne prend pas. Mais les verrous, ils sont où, en fait, aujourd'hui, quand on veut avoir ce type de démarche, si on met de côté cette question de la temporalité qui est centrale, mais sinon, les gens se laissent embarquer dans ces nouvelles perspectives, à la fois les gens qui travaillent et les gens qui viennent. Enfin, comment ça se passe ? Je crois que là, les verrous, ils sont comme dans toute la société. Les verrous, ils sont d'abord dans la tête, dans les manières de faire, dans les injonctions qui sont parfois invisibles. Un des premiers projets que j'ai fait en arrivant au Palais de Tokyo s'appelait le grand désenvoûtement. On a travaillé sur comment on désenvoûterait l'institution de ces imaginaires, par exemple. Donc ça va des artistes qui pensent qu'il faut absolument produire une nouvelle pièce spectaculaire, alors que y a des œuvres qui n'ont pas été vues, qui peuvent être remontrées. C'est aussi les publics, apprendre au public aussi au Palais de Tokyo. On dit souvent que c'est trop grand, on n'a pas le temps de tout faire, mais il suffit qu'on réduise un peu l'espace pour dire disons, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Donc c'est tout. Non, mais c'est toutes ces questions. Je me souviens que pendant le confinement, dans mes métiers d'avant, on était très heureux de ne plus faire de gros vernissages, mais qu'on faisait plusieurs vernissages les uns après les autres. On accueillait, c'était mieux, tout le monde disait que c'était mieux, et dès que c'est terminé, on a repris parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc ce qui prend du temps, je dirais, c'est cette modification des mentalités qui nous concerne aussi nous, c'est-à-dire que comment on peut se désenvoûter de nos propres réflexes. Donc je dirais que ça, c'est le frein. Et puis après, les institutions, les théâtres, le monde musical sont fondés sur des principes économico-sociétaux, je ne sais pas comment dire, où il faut absolument voyager, il faut absolument accueillir des publics, on est obsédé par les chiffres de fréquentation plutôt que par la diversité, etc. Donc à chaque endroit, finalement, c'est vraiment les usages qui sont à remettre en cause. Et toujours cette idée qu'il faut toujours faire un peu plus quand même. Il faut toujours proposer. Par exemple, cette question de la croissance, ou dans l'art contemporain particulièrement, cette question par exemple du renouvellement permanent, qui est quand même quelque chose qui est très lié à des principes même économiques. Depuis quand? Alors la notion des avant-gardes dans l'art contemporain fait on doit toujours proposer des choses nouvelles absolument, et des fois c'est presque piégeant, et que repenser cette question aussi du renouvellement permanent qui a à voir avec l'obsolescence programmée des formes, des idées, c'est aussi des choses importantes à repenser, je crois.
Alors Penda, sur cette question d'une certaine sobriété dans la création, parce que vous travaillez sur des plateaux, il y a des comédiens, il y a toute la grosse, quand même, alors plus ou moins grosse, mais il y a quand même la machinerie du spectacle. Comment est-ce que vous faites pour aussi faire en sorte que ce soit peut-être moins impactant ou impactant différemment Alors ça, c'est vraiment des réflexions et des décisions qui se prennent à plusieurs, notamment avec la production, le ou la scénographe, etc. Donc essayer d'être au plus juste possible et de réfléchir peut-être à des échanges, à des mutualisations, notamment pour les scénographies lorsqu'elles sont imposantes, de voir quels matériaux aussi utiliser. Il y a de plus en plus aussi de travail au théâtre, notamment autour de l'arte povera, donc essayer de récupérer en fait des choses qui ont déjà été utilisées et de les recycler en fait pour en faire notre scénographie. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement. Alors on aimerait que ça soit beaucoup plus rapide effectivement, mais il y a des mutualisations aussi de décors qui peuvent se faire, des choses comme ça qui permettent à la fois de réduire les coûts et d'être au plus juste aussi en termes d'impact environnemental en fait. Pareil sur la question je me souviens d'une anecdote d'une artiste qui était venue à Bloomington dans l'Indiana aux États-Unis. J'étais invitée pour un séminaire autour de l'Anthropocène et elle venait de Berlin et elle était venue faire une performance sur la question environnementale, mais elle l'a fait en 24 heures, donc elle a fait l'aller-retour pour faire une performance d'1 heure. Donc est-ce que ce genre de voyage, par exemple, ça vaut le coup ou pas? Je ne suis pas sûre, notamment lorsqu'on reproduit ce qu'on est en train de dénoncer. Je pense que il faut aussi que nous aussi on soit vigilants à ça et à essayer d'être le plus éthique et le plus cohérent possible avec les engagements et les valeurs qu'on a envie de porter. Mais est-ce que là, on n'atteint pas aussi Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés des fois à expliquer ça? Parce que c'est comme si aussi on ne voulait pas donner. C'est-à-dire on est là, on se dit on va faire plus sobre, on va réutiliser les matériaux, on va pas prendre l'avion. Cette question de voyager sans arrêt, elle se pose beaucoup pour les artistes, aussi pour les scientifiques qui sont sans arrêt en colloque, en comité, en réunion mondiale. Comment faire en sorte que ça n'impacte pas non plus le désir de créer de nouvelles choses, même si, vous avez bien souligné le côté un peu sans fin du renouvellement. J'ai l'impression que c'est aussi une façon de créer, en fait, de créer avec... moi, j'aime créer avec des contraintes, et après, lorsque les contraintes, elles sont différentes, ça crée du challenge supplémentaire, du défi supplémentaire, et c'est ça que je trouve intéressant, et que nous, en tant qu'artistes, on est aussi en plein dans ces questions de remise en question des imaginaires, des récits, et que c'est à cet endroit-là, justement, malgré toutes ces contraintes, et peut-être même grâce à toutes ces contraintes, que d'autres récits peuvent advenir. Donc je trouve ça vraiment intéressant, et je pense qu'on est à un endroit important aussi pour les années à venir. On remarque aujourd'hui que les jeunes semblent s'engager de plus en plus face à l'urgence écologique. À nos échelles, on essaie de mener nos combats pour essayer de toucher un maximum de personnes et tenter de faire avancer les choses. Je disais tout à l'heure, mon combat, c'est plutôt autour de l'éveil des consciences des jeunes générations. Et Fakir, c'est ce que vous semblez faire aussi, mais avec votre levier d'action qui est la musique. Alors je me demandais, quel est le combat écologique qui vous semble le plus important à porter aujourd'hui et pour lequel vous avez envie de faire quelque chose et faire avancer les choses? Le plus important, je ne sais pas, parce qu'ils sont tous très très importants. Disons que j'essaie de me concentrer sur celui sur lequel j'ai un peu de poids. Et pour le coup, on parlait de ça à l'instant, de la notion de voyage, de tout le temps bouger, de reconsidérer aussi ce qu'on nous offre. Par exemple, moi en tant que DJ, il y a cette dimension logistique très minime qui fait que en fait, je suis très, très mobile et très transportable facilement. Et donc ça arrive très régulièrement qu'on me propose d'aller jouer à l'autre bout du monde littéralement et de revenir, que ce soit juste pour un plan, pour un truc, etc. Donc moi, le combat que j'ai choisi de mener, en tout cas là-dedans, c'est vraiment celui
qui se porte autour de la tournée et de la représentation live. Et pour moi, c'est indissociable maintenant d'une forme de décroissance, en tout cas d'accepter le fait d'arrêter de chercher cette espèce d'augmentation, de croissance de carrière, d'aller jouer partout de plus en plus, de rassembler de plus en plus de gens. On parle un petit peu de ça depuis tout à l'heure, en fait. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai choisi de refuser, par exemple, de faire ce qu'on appelle des one-shots, voilà, à l'autre bout de la planète. C'est un discours qui est encore accueilli avec des pincettes, mais pour le coup, pas négativement du tout. J'ai l'impression que ça devient en fait de plus en plus OK de refuser un plan pour ces raisons-là. Et en fait, moi, ce que je vois dans la jeune génération qui arrive, c'est que, en tout cas la jeune génération qui pense un petit peu comme nous tous ici présents, j'imagine, c'est que ça devient presque la honte d'accepter un tel plan. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très positif. C'est une espèce de bruit de fond que j'entends comme ça, et je me dis, en fait, ça y est, on est en train, dans l'inconscient collectif, c'est en train de s'implanter, ce truc-là. C'est plus possible d'être considéré comme cool en étant DJ, en faisant 3 soirées d'affilée à 3 coins de la planète différents. Et ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Moi, à ma petite échelle, entre guillemets, ce que j'essaye de faire, c'est maintenant, du coup, de plus même prendre l'avion du tout, et d'essayer de faire uniquement du train partout quand je peux. En fait, du coup, ça me regarde. C'est vraiment le truc de est-ce que j'accepte un plan aux États-Unis s'il n'y en a qu'un? Non. Est-ce que là, cette tournée européenne, je peux la faire qu'en train? Oui. Donc, c'est en fonction de ça que je vais valider ou pas certains trajets. Et du coup, la manière de aussi diffuser mon art et de promouvoir ma musique, quoi. Et tout à l'heure, vous parliez de la honte, justement, qui était naissante. Mm-hmm. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous sentez parfois la nécessité d'être irréprochable pour porter vos messages, et dans le cas contraire, peut-être que vous risqueriez de vous faire critiquer sur certaines pratiques ou oui, c'est vrai que quand on s'engage dans un débat qui est politique à ce point-là, on est forcément pointé du doigt pour la légitimité, surtout que en fait, c'est pas du tout à la base mon métier, et puis je suis pas un militant, enfin je le deviens petit à petit, mais en fait c'est pas là d'où je viens, et du coup effectivement il y a cette forme de comment on appelle ça, la perfection militante. On poursuit ce truc-là et c'est une espèce d'utopie. Forcément qu'il y a des manquements, forcément que moi je m'inscris aussi dans un combat qui est à la fois éthique et on en parlait tout à l'heure aussi économique. L'industrie de la musique est régie de manière capitaliste comme toutes les industries, et du coup je mets mon poids et tout ce qui est possible de mettre dans la balance, et le fait par exemple de refuser des plans qui sont à l'autre bout de la planète quand c'est pour 24 heures, etc., c'est déjà un geste très fort de la part des artistes, et finalement encore assez rare, j'ai l'impression, mais ça arrive. J'ai bon espoir en tout cas. Je suis plutôt climato-optimiste, moi. Climato-optimiste, pas mal. Avant de prendre vos questions, Guillaume, il y avait quelque chose que je voulais aussi vous demander par rapport à le fait que vous ayez une vision quand même assez globale de la création dans le domaine de l'art contemporain. Aujourd'hui, si vous aviez quelque chose à nous conseiller à un artiste ou une artiste à découvrir, une exposition à voir ou à revoir via son catalogue, ce serait quoi sur ces questions-là? Évidemment, le Palais de Tokyo, qui a une magnifique saison. C'est difficile de pointer. Moi, je vais juste donner un exemple peut-être d'une œuvre que vous pourriez revoir, puisqu'elle peut être remise, réactivée, et qui, pour moi, n'est pas sur le sujet écologique, encore une fois, mais qui est presque une manière écologique de penser. Donc, dans ce projet du Grand Désenvoûtement, j'étais parti de ce principe permaculturel qui disait qu'avant de planter quelque chose, il fallait connaître son terrain. C'est très important aussi. Et pour moi, connaître le terrain du Palais de Tokyo, c'était connaître le bâtiment, mais aussi son histoire. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec des artistes, beaucoup, sur quel est ce terrain sur lequel on est, pour soigner l'institution, connaître ses fantômes, ses traumatismes, par exemple. Et une jeune artiste qui s'appelle Carla Adra, qui travaille beaucoup dans des institutions, dans des mairies, dans des collectivités territoriales et autres, a proposé un projet que j'ai trouvé très beau, qui s'appelait
la famille du Bureau des Pleurs, où elle a pendant plusieurs semaines travaillé à l'intérieur du Palais de Tokyo pour écouter et enregistrer des témoignages des salariés de cette institution, qui a entre 100 et 150 personnes. Et elle en a fait une très belle performance où finalement on avait des récits anonymes, mais des récits qui étaient récités par 3 performeuses en même temps et qui racontaient beaucoup de souffrance au travail. C'est pas facile quand on dirige une institution d'entendre ça, mais en tout cas beaucoup de souffrance au travail, beaucoup de contradictions, beaucoup et justement qui était une forme de désenvoûtement, c'est-à-dire en parler, ces voix qui étaient dans l'institution, qui résonnaient, étaient très fortes. Et je trouve aussi écologiquement c'est un beau projet puisque finalement il a un bilan carbone assez faible, hein. C'est des performeuses qui racontent ces histoires. Il y a un effet de levier très fort, émotionnel extrêmement fort, et puis il peut être réactivé. On l'a réactivé déjà une 2e fois. Donc cette écologie aussi de la forme, je l'ai trouvais très, très pertinente, et je pense que ça pourrait être en tout cas un exemple de manière de faire qui est à la fois écologique dans son esprit, dans sa théorie, et puis je disais aussi entendre aussi d'autres voix qui viennent entre guillemets du sol, hein, vraiment. Et puis c'est utile, c'est drôle, c'est émotionnel, c'est lyrique souvent, c'est tragique parfois. Et je dirais que voilà, il y a tout ça en même temps, avec aussi un format que je trouve extrêmement, raisonnable, raisonné, écologique. Merci. Alors, est-ce que il nous reste un peu de temps avant la fin de notre rencontre. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Allez, je passe avec le micro. Bonjour. Juliette de chez Pioche Magazine. Moi, j'ai entendu parler via Ferris hier de sa petite activité au Palais de Tokyo, et j'étais super curieuse de connaître un petit peu l'histoire de comment ce projet s'est monté, si vous étiez, comment la relation est née avec Ferris, et comment vous avez ressenti ce qui a été fait justement au Palais de Tokyo, donc à savoir Ferris et Banlieue Climat et le rappeur Sefiu, je crois, sont venus au Palais de Tokyo pour un petit attentat culturel, on va dire, où la police en fait a débarqué, et je crois qu'il y a eu une petite pas une altercation, mais un petit échange un petit peu bizarre avec la police, qui avait un peu de mal à croire que des jeunes de banlieue puissent faire ce genre de choses dans un musée de manière légale, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, si vous pouviez m'en dire plus. Alors oui, alors la relation qu'on a avec Ferris, le Palais de Tokyo, c'est un lieu qui est un lieu qui accueille tous les publics, mais notamment les jeunes. C'est un lieu qui est vraiment ouvert à la jeunesse depuis ses débuts, et puis là, depuis que j'y suis particulièrement sur des questions écologiques, donc jeunesse, écologie, diversité. Voilà, au bout d'un moment, on a fini par se croiser avec Ferris. On est très, très attentif à ce qu'il fait avec Banlieue Climat, enfin à ce qu'ils font d'ailleurs, elles font globalement. Et nous avons lancé un fonds de dotation au Palais de Tokyo, qui est aussi un autre projet écologique, qui est l'idée de pouvoir lever des fonds, parce qu'on est aussi un lieu qui a besoin de lever beaucoup d'argent, pour les générations futures. C'est-à-dire pas uniquement être sur l'immédiat, mais le futur. On avait proposé à Ferris de faire partie du conseil d'administration de ce fonds, c'est-à-dire aussi comment on accueille aussi des personnes engagées, militantes dans les instances de gouvernance. Ça, c'est aussi important. Et donc Ferris nous a proposé, alors ça c'est son idée, nous a proposé un petit braquage du Palais de Tokyo, c'est-à-dire venir rentrer dans le palais et à partir de là poser une œuvre dans le palais pour dire un peu comme on occupe ces institutions culturelles. On était d'accord de ça, donc il y avait un petit côté un peu canular ou fake news, puisque ça a été montré d'abord. Alors il y a eu vraiment en effet des interventions de la police qui n'étaient pas du tout prévues pour le coup, mais voilà, ça arrive. On a une petite histoire au Palais de Tokyo depuis longtemps, puisqu'on a un projet qui s'appelait l'ASCO Project, qui était un projet qui avait commencé de manière illégale vraiment dans le Palais de Tokyo, puisque des artistes venant du street art étaient venus investir des endroits en restant dedans, en passant, etc. Donc on avait un peu cette expérience-là, qu'on avait d'ailleurs après montré dans le Palais de Tokyo de manière plus officielle. Donc c'était un petit clin d'œil, un petit pied de nez, et puis c'était aussi symboliquement montrer que voilà, ces institutions parfois, et moi j'aime assez cette image aussi, alors même si on en était d'accord et qu'on préserve bien entendu cette grande institution, voilà l'idée que nos institutions, allez, même on va dire
je vais le dire ici, ça restera entre nous, même en termes de symboles et en termes architectural, elles sont pas évidentes. Elles sont pas évidentes, elles sont un peu excluantes. On a des grandes portes, il y a ce côté très monumental. Donc c'est vrai que je voyais d'un bon œil l'idée que des fois il faut forcer un petit peu la porte. Et du coup on a vraiment joué le jeu et accepté ce projet de Ferris. Et on était très heureux en effet que pendant 48 heures il y a eu ce doute de est-ce que vraiment il y a eu cette chose. Et puis après il a annoncé qu'en fait ça s'était fait en bonne intelligence avec nos équipes. Fakir Openda, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non. Une autre question? Alors, le fond de la salle. Merci beaucoup. Du coup, c'est une question pour Fakir. Est-ce que tu penses qu'il est possible de conscientiser la fête? Vaste sujet, vous avez 2 heures. C'est de conscientiser l'affect, c'est ça? La fête. Ah oui, de conscientiser. Dans le sens, qu'est-ce que tu as... Ouais, bien. Je pense qu'en fait, comment dire, la fête en elle-même véhicule déjà. Enfin, l'ADN de la fête, c'est vraiment le lieu de soupape. C'est une espèce de soupape de société. Et je pense qu'en fait, en soi déjà, elle a déjà un message intrinsèque. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment nécessité à en faire un étendard, parce que finalement, j'ai l'impression que si on conceptualise trop la fête, elle perd son essence. La fête, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment où on outrepasse un petit peu les barrières sociales, c'est le moment où on se désinhibe, donc c'est là aussi où on tente autre chose, où on expérimente avec nous, avec l'humain, avec notre corps, avec notre esprit. Enfin, voilà, on fait ce qu'on veut. Et du coup, j'ai l'impression que déjà, elle est déjà dans le message, elle est déjà dans l'affirmation de quelque chose, la fête. Je pense que ce serait c'est sa liberté et dans son comment dire, dans son, je perds le mot, mais oui, dans cette espèce de liberté totale que réside le message. Et finalement, ce serait la tuer que d'essayer de la conceptualiser, d'appuyer une conscience dessus, quoi. Voilà. Donc un peu philosophique. La fête pour la fête. La fête pour la fête, ouais. La fête pour la fête. Une autre question? Moi, j'ai une question pour Guillaume Desanges. J'ai l'impression que le Palais de Tokyo il est assez précurseur sur ce type de sujet. Enfin, je ne connais pas toutes les institutions de Paris, mais j'imagine que vous êtes un petit peu en avance. Je me demande, est-ce que vous avez pour projet, ou en tout cas, peut-être à l'avenir, d'essayer aussi de faire en sorte de passer le message aux autres institutions qui ne sont peut-être pas aussi avancées que vous et qui n'ont peut-être pas encore imaginé pouvoir avoir un impact ou faire passer des messages à travers leurs expos, leurs actions, leurs projets. Tout à fait. Oui, absolument. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de publier ce traité de permaculture. Et puis, il y a eu aussi une petite tribune dans Le Monde qui m'a valu aussi des commentaires un peu ironiques de pas mal de personnes, ce qui est normal. Oui, l'idée, évidemment, d'ailleurs, la permaculture agricole, enfin la permaculture le dit, que c'est intéressant aussi de le mettre en débat. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de le faire pour soi, c'est aussi de diffuser un esprit. Encore une fois, c'est pas un ensemble de règles, c'est un esprit. Donc, alors, on est en avance, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est très en retard, pour tout vous dire, vraiment très en retard par rapport à d'abord l'urgence écologique, très en retard aussi par rapport à des jeunes générations qui nous poussent beaucoup, et moi j'apprends beaucoup des jeunes générations. On parlait de la conscientisation, j'ai l'impression que alors moi de ma position, j'ai l'impression que les jeunes générations sont justement très conscientes des choses, donc des fois je suis un peu même doublé par certaines personnes, donc voilà, il y a un peu ces deux choses. À la fois, on est un peu en retard. C'est compliqué d'être aussi
entre guillemets, trop en avance, même si on l'assume, parce qu'évidemment, ça vient déjouer beaucoup de choses qui sont déjà bien établies. Mais oui, évidemment, on a envie de... Bon, pas forcément d'être un exemple, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que l'exemple, il n'y a pas... Chaque institution est différente, donc voilà, et puis on ne va pas donner de leçons. On fait partie du problème, hein, donc ça commence comme ça déjà, de faire partie du problème. Donc c'est très compliqué de pouvoir donner des leçons. On parlait de la honte, on parlait d'être irréprochable. On n'est pas du tout irréprochable. On a beaucoup de choses à faire. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que ça devienne en effet un débat, et ça l'est un petit peu déjà avec certaines institutions, c'est-à-dire qu'on puisse faire débat, on puisse ensemble essayer d'avancer. On a besoin les uns des autres en écosystème. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Il y a encore du travail, parce qu'on est encore dans les grandes institutions, notamment dans des logiques parfois compétitives, plus que associatives, ou alors d'indifférence. Et ça, c'est important aussi qu'on puisse penser à un partage. On parlait de partage des ressources, mais aussi le partage des ressources intellectuelles, pas que des ressources matérielles. Donc oui, j'aimerais bien que ça puisse, et ça commence à le faire. Alors peut-être une dernière question, si vous en avez... Ah ben, 2 dernières questions alors. Oui, bonjour. La question de l'impact écologique ou de l'impact carbone des activités culturelles, des institutions ou des artistes, en termes de perspective, moi j'ai une difficulté à penser les choses. Parce que si on regarde, que ce soit un événement, une institution, les déplacements, c'est ce qu'il y a, c'est la part de l'impact carbone qui est le plus important. Déplacement des publics, parce qu'on attend des publics, en plus quand on est une institution attractive, des publics qui viennent de loin, des artistes qui viennent de loin, des œuvres qui viennent de loin. Donc c'est vrai que si on pousse la logique, pour avoir un impact carbone, un impact écologique, environnemental diminué et tenable, on va devoir diminuer le périmètre, le territoire d'action des uns et des autres. C'est-à-dire des gens qui habitent à côté, des artistes qui habitent à côté, des œuvres qui viennent d'à côté. C'est jouable ou pas jouable? Enfin, c'est la grande question, parce que sinon j'ai l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre. On peut en parler encore sur les 10 ans qui viennent, mais en fait il y a cette question des mobilités. Donc avoir votre avis là-dessus. Je pense que vous pouvez tous les trois peut-être répondre à cette question. Et Guillaume, dans votre traité, il y a la question de la proximité, du circuit court. Donc vous pourrez y répondre comme ça. Peut-être, je ne sais pas, Fakir, sur la question de... vous l'avez déjà évoqué, ça, le fait de se déplacer moins. Est-ce qu'on peut... Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, là, c'est le fait de jouer et d'être vu par écran interposé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, de se dire je joue quelque part et c'est retransmis et ça évite aux gens de se déplacer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut activer, ça? Je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment effectivement le nerf de la guerre. C'est est-ce qu'on est à quel point on accepte de diminuer le périmètre culturel et la diffusion culturelle au nom de l'écologie, à quel point cette route-là est dangereuse ou pas culturellement. Et par exemple, j'en ai discuté pas mal avec des gens qui habitent justement en Polynésie française, et qui parce que justement j'étais dans ce débat de y aller ou pas, et qui me disaient le souci qu'on a, c'est que du coup il y a certains territoires qui vont devenir reclus culturellement et qui vont pas avoir accès à ces trucs-là. Donc c'est aussi un appauvrissement culturel, un appauvrissement du coup de pas mal de choses. Et donc effectivement c'est un débat, c'est une question qui est épineuse, et je pense que le juste équilibre il doit encore se trouver. On est encore dans une espèce de tâtonnement à ce niveau-là, de se dire est-ce que parce que effectivement les concerts par vidéoconférence et des trucs comme ça, c'est quand même quelque chose qui dénature un petit peu l'essence du concert et de la représentation. Je ne saurais pas comment répondre à cette question en fait pour l'instant. On est vraiment en train de tendre des perches et d'expérimenter quoi. Oui, la question est intéressante, mais j'ai l'impression que lorsqu'on est sur un territoire et qu'on travaille sur un territoire, on ne touche qu'une infime partie de ce territoire-là, en fait.
et qu'il y a toute une partie de ce territoire, de personnes qui habitent sur ce territoire qu'on ne touche pas, et que peut-être aussi on peut essayer de travailler à ces personnes-là qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas dans les institutions, qui ne viennent pas dans les théâtres, les opéras, les musées, et de travailler avec eux, ce qui fait qu'en termes de public, finalement, on sera toujours avec un nouveau public, d'une certaine façon, mais que l'impact écologique sera moindre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut plus voyager, pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on continue de voyager, mais de façon responsable, mais qu'on essaye de davantage travailler avec les personnes qui habitent localement, mais qui ne rentrent pas dans l'institution parce que symboliquement c'est trop compliqué, ou financièrement, ou autre. Sur les circuits courts. Oui, en fait votre question était plus globale aussi sur un plafond, c'est-à-dire est-ce que tout ça n'est pas vain, en fait, absolument. Moi, je suis plus optimiste que ça, enfin optimiste, non, je ne suis pas très optimiste, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à faire, et oui, il y a des impacts carbone qu'on peut... Nous, on a une trajectoire au Palais de Tokyo de moins 42% avant 2030, donc il y a des choses. Après... Globalement, quand on dit que c'est pas possible, il faut se rappeler que l'Anthropocène, ça a quelques siècles, l'art a plusieurs millénaires, a existé avant ça. Donc il y avait de l'art, il y a de l'art localement, il y a de voilà. Après, comment on adapte nous ce qu'on est aujourd'hui à ça, c'est une autre question. En effet, donc essayer d'adapter un peu dans les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Par contre, si on modifie ces institutions, là il y a un sujet passionnant à avoir. Le résultat en termes de bilan carbone, il est très important, mais en termes aussi de ce qu'on appelle le brain print, hein, l'impact sur les consciences aussi, il est important. Donc tout ça, je trouve ça assez passionnant. C'est pour ça que je disais qu'il faut être très ambitieux et très humble en même temps, mais je ne vois pas, moi j'ai pas de découragement en tout cas par rapport à ce qu'on peut faire, et puis peut-être qu'on n'aura pas le choix de toute façon. Donc on prépare aussi des ressources limitées, et qu'on fera avec des ressources, on fait avec les ressources qu'on a à un moment donné. On a cru dans l'histoire de la modernité qu'elles étaient illimitées. Et le Palais de Tokyo a été construit en 1937 pendant les grandes expos internationales qui pensaient ça. Aujourd'hui, on a conscience que ça n'est pas ça. Et travailler à partir de cette conscience, je le vois ni comme une frustration, ni comme une espèce de malédiction, mais comme une occasion justement de faire autrement. Donc je le prends plutôt comme ça. Et aussi, on pense quand même, alors il y a une urgence, mais on pense quand même à moyen terme aussi. C'est-à-dire que c'est pas... oui, là, il y a des choses qu'on va être obligé de s'adapter. Et l'adaptation, elle est aussi intéressante. On peut gagner dans l'adaptation. Mais je ne le vois pas comme... Enfin, c'est ça que la permaculture nous apprend, finalement. Ça n'est pas sur est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on essaye. Parce que là, en effet, je pense que ça, c'est un peu déprimant, en fait. Mais qu'est-ce que ça ouvre aussi comme perspective, et pour l'art, et pour les artistes, et pour les institutions. Ça, je trouve ça beaucoup plus stimulant, en fait. Alors, on va prendre une dernière question. Moi, je voulais juste un peu rebondir sur cette question de la dépression qui a été énoncée. Et en fait, quand on réfléchit au fait de prendre conscience à l'écologie et à s'engager, je pense que la dépression, elle est obligatoire. On y passe à un moment ou à un autre, et il faut prendre ça en compte, etc. Et moi, je m'interrogeais sur à quel point vous étiez vecteur de changement. On parlait de prise de conscience de la question écologique, et je pense que c'est essentiel dans le processus de comment, quand on fait son bilan carbone, on pense aussi à faire prendre conscience à son prochain qu'il faut qu'il fasse son bilan carbone. Et je me demandais juste, est-ce que c'est un objectif pour vous en tant qu'institution culturelle ou en tant qu'artiste, de se dire, on va faire prendre conscience à son prochain de ce fait-là. Bien, merci. Une excellente question qui nous permettra d'avoir le mot de la fin de chacun. Alors, est-ce que, comme l'Union européenne, vous avez un objectif de réduction de vos émissions de carbone à 55% d'ici 2040 ? On a déjà beaucoup parlé de cette question, mais en fait, chacun, qu'est-ce que vous avez envie de faire là, dans les mois et peut-être les années qui viennent ? Qu'est-ce qui vous semble essentiel à faire sur ce terrain de la création dans un monde aux ressources limitées ? Moi, je pense qu'effectivement,
le rôle, disons, dans cette bataille-là de l'artiste, il est dans la sensibilisation et dans cette espèce d'éveil de conscience. J'en parlais au tout début, d'essayer d'invoquer des images de nature parce qu'on s'y sent bien. Et en fait, moi, je vais continuer à diffuser ce message-là au maximum et essayer d'amener en tout cas les gens qui écoutent ma musique à prendre conscience que en fait ils se sentent bien dans la nature, parce que pour moi c'est vraiment la première étape de l'écologie. Enfin, ça a été ça pour moi, du coup je le calque un petit peu sur le message, mais l'éveil à l'écologie pour moi il passe aussi par l'émotion. Et ensuite, de manière beaucoup plus concrète, moi je commence déjà à mettre en application ces trucs-là dans la tournée, parce que c'est ce qui est le plus polluant, d'être de plus en plus rigide sur les transports et de décroître aussi de plus en plus. Moi, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas du tout, et au contraire qui me fait me réjouir d'être beaucoup plus local dans là où je vais aller diffuser ma musique. Ça me permet aussi de rentrer dans un temps qui est beaucoup moins court et beaucoup moins rapide, de passer d'une ville à l'autre sans jamais profiter du moment, profiter de la culture, profiter de l'endroit. Moi, c'est quelque chose c'est un truc qui est hyper frustrant. Je peux dire que je suis allé sur tous les continents de la planète, mais je ne connais rien d'autre que l'hôtel et l'aéroport et la salle de concert, et c'est dommage. Et maintenant, j'ai envie de réduire cette échelle-là complètement à un truc qui est à portée de train, et de pouvoir passer du temps à chaque fois dans chaque location. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais d'ici à quelques années pouvoir dire, voilà, c'est exemplaire à ce niveau-là. Et tu disais le message, la diffusion de ce message-là et la sensibilisation, pour le coup, c'est quelque chose, je pense, la position de l'artiste, elle est assez clé là-dedans, dans cette histoire de sensibilisation. Je ne suis pas là pour agir comme un politique, par contre, je suis là pour agir sur le plan émotionnel, quoi. Moi, je crois beaucoup à l'art et aux artistes. L'art a changé ma vie. L'art m'a amené, on parle même plus d'écologie là, l'art m'a amené à voir différemment les choses. L'art, pour moi, c'est ce qui s'oppose aux formes dominantes. C'est ce qui propose des nouveaux récits, des nouvelles perspectives. Ça a été énorme pour moi. Donc je crois beaucoup qu'il y a alors c'est même pas une volonté des artistes peut-être, mais en tout cas dans l'art qui propose toujours des formes alternatives, qui propose toujours des formes qu'on ne sait pas encore. Moi, je ne peux pas vous dire ce que va être l'art contemporain ou la création dans 10 ans. Et j'étais bien incapable d'imaginer il y a 10 ans ce que ça serait aujourd'hui. Donc, oui, je crois beaucoup que l'art éveille, mais même pas éveille les consciences, crée des sentiments d'émancipation, de liberté, qui sont justement des alternatives à la dépression aussi. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça. Après, ça paraît théorique. Si vous avez le temps, j'ai quelques centaines d'exemples à vous donner, mais d'œuvres qui ont changé ma manière de faire. Je sais pas, on a parlé aussi de la pensée des philosophes aujourd'hui, on a parlé de Bruno Latour, on a parlé d'autres qui nous amènent à penser complètement. Moi, je dis souvent que j'ai été retourné comme une crêpe parce que j'ai lu des choses, j'ai vu des films, j'ai entendu des musiques, j'ai lu des livres, j'ai vu des expositions. Donc, je pense que c'est très important, au-delà même de ce que ça va générer en termes d'impact carbone mesuré. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Oui, je vais rejoindre ce qui a été dit, hein, la question du sensible, la question de l'émotionnel. À ma place d'autrice, c'est quelque chose que je vais continuer à travailler, mais je pense aussi qu'on est dans une société capitaliste et que la question du capitalocène, de fait, elle plane sur le débat là, depuis le début, et que tant qu'on sera dans un système aussi capitaliste, avec cette volonté de développement, de croissance, etc., et d'exploitation et des humains et de la terre à tout va, je reste encore un peu dubitative sur la suite. J'ai l'impression qu'on a notre place et notre travail à effectuer en tant qu'artiste, mais qu'il faut aussi que les politiques du monde entier se réveillent un peu sur cette question. Sinon, ça sera vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Je ne vais pas finir de façon pessimiste. On a commencé sur la dépression, je finis sur une note un peu dépressive, pardon. Mais... Oui, ça oui.
À mon petit endroit d'autrice, en tout cas, oui, c'est ce que j'essaye de faire dans les textes que j'écris. Eh bien, un immense merci à tous les trois pour vos partages. Vous avez pu nous éclairer du coup sur les nouvelles formes d'art qui pourront allier peut-être la pratique artistique et l'écologie. Donc merci à tous et merci aussi pour votre présence.